Bonjour tout le monde, je remercie encore une fois, comme Frédéric, les organisateurs du congrès de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de venir ici. Donc moi, mon topo, ça va être l'ablation dans la fibrillation atriale. Je vais essayer de vous faire un panorama en 20 minutes, si je peux, de l'état de l'art actuellement dans l'ablation de la fibrillation atriale. Donc, comme toute arythmie, il faut en revenir au basique. On sait qu'en gros, si on veut simplifier, toute arythmie est due à la conjonction de... Vous m'entendez pas bien ? À la conjonction de trois facteurs, que sont l'élément déclencheur, la gâchette, et ça va être l'extrasystole des veines pulmonaires, on l'a vu tout à l'heure. Ça va être également la modification de ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire les caractéristiques électrophysiologiques du tissu auriculaire qui vont maintenir l'arythmie. Et on va voir que ça va être soit ce qu'on appelle des rotors, c'est les nouvelles découvertes récentes dans la matière de FA, du moins leur visualisation chez l'homme, on va le voir, ou des réentrées aléatoires selon l'ancienne théorie des vaguelettes qui sont probablement toujours présentes aussi. Et tout ça est modulé par le système neurovégétatif qui va pouvoir être aussi une cible de l'ablation. On va en dire rapidement un mot. Alors il y a différentes techniques. Il y a différentes techniques parce qu'il y a différents types de FA. On peut éliminer la gâchette, on peut modifier le substrat, on peut éliminer ce qu'on appelle les drivers, les sources actives de fibrillation atriale. On peut même moduler la neuroablation pour altérer le modulateur. Mais une des découvertes, une des prises de conscience récentes en matière d'ablation depuis quelques années, c'est que tous les types de FA ne partagent pas le même mécanisme, ni la même histoire naturelle. Ils n'ont pas les mêmes cibles thérapeutiques, ni le même taux de succès. Et il va falloir personnaliser l'ablation pour chaque patient en fonction des mécanismes suspectés. Et les nouvelles découvertes que je vous montrerai à la fin de la présentation vont aller un peu dans ce sens-là, qu'il va falloir maintenant personnaliser l'ablation pour chaque patient. Alors si on en revient à l'histoire, au départ c'était les Bordelais qui avaient démontré avec le concept de FA vocale que certains patients, assez rares mais il y en a quand même toujours, ont des tachycardies atriales ou des salles d'extrasystole qui viennent des veines pulmonaires et qui en permanence ensemencent l'oreillette et font créer un aspect de fibrillation atriale alors que en fait c'est une tachycardie atriale qui est organisée et dont l'ablation suffit à guérir le patient. Cette tachycardie atriale et les extrasystoles qui déclenchent les veines pulmonaires viennent essentiellement des veines pulmonaires, ça on le sait, parce qu'on a un arrangement complexe de fibres musculaires avec des périodes réfractaires courtes, une conduction anisotropique parce que les fibres ont des différentes directions. Mais pas seulement, il n'y a pas que les veines pulmonaires, il y a aussi des foyers et des tachycardies qui peuvent venir d'autres veines, comme la veine cave supérieure, comme le sinus corollaire, comme la veine de Marshall, ou même ailleurs dans l'oreillette gauche. Et on doit le suspecter, comme on l'a vu dans les cas cliniques tout à l'heure, par ces patients qui ont des extrasystoles auriculaires qui déforment l'onde T du complexe précédent, ce qu'on appelle le phénomène P sur T, et qui peuvent déclencher des salves d'arythmie. Et si on met un lasso dans ces veines pulmonaires, on voit que c'est la veine pulmonaire elle-même qui a créé l'arythmie, puisque l'arythmie démarre dans cette veine. Et comme on peut le montrer aussi chez ce patient qui avait une tachycardie veineuse et qui faisait de la fibrillation atriale, et quand on déconnecte la veine, on rétablit le rythme sinusal alors que la veine est toujours en fibrillation atriale. C'est la preuve absolue que c'est la veine qui crée la fibrillation auriculaire dans l'oreillette. Alors, partant de là, la première technique qu'on utilise parfois encore, mais de moins en moins c'est vrai, c'est l'ablation segmentée rostiale, où grâce à une sonde circulaire, on repérait quelles étaient les connexions entre l'oreillette et la veine, et on les collait avec la radiofréquence en se mettant juste à l'ostium des veines, de manière à faire disparaître ces potentiels veineux, ces potentiels assez sharp, assez de haute fréquence, qui témoignent donc de ces coulées myocardiques dans la veine pulmonaire. Et puis très rapidement, on est passé à une ablation beaucoup plus large, qu'on appelle l'ablation circonférentielle, où là on cède des systèmes de cartographie informatisés tridimensionnels. Et puis il y a eu un débat pendant un moment, pendant des années, en sachant est-ce qu'il fallait faire une isolation plutôt électrophysiologique, segmentée, rostiale, ponctuelle, ou une ablation plus large, plus anatomique. Le débat est un peu clos actuellement, on sait tous maintenant qu'il vaut mieux faire une ablation un peu large dans un cas très particulier. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la déconnexion des veines pulmonaires, on va probablement isoler et détruire un certain nombre de mécanismes dont on dira un mot plus tard, qui sont situés très souvent au niveau des entrantes des veines pulmonaires. Et donc, dans les recommandations actuelles pour les
techniques idéales d'ablation de la fibrillation atriale, la déconnexion des veines, ça reste la pierre angulaire, et que les veines doivent être déconnectées et on doit recontrôler ça en fin de procédure parce que les veines ont une fâcheuse tendance à reconnecter. Comme dans cet exemple-là, vous avez une déconnexion d'une veine pulmonaire et puis si on enlève la sonde et qu'on termine la procédure, on ne voit pas qu'en fait, quelques minutes plus tard, en fait, la veine a reconnecté. Alors, justement, le talon d'Achille de la déconnexion des veines pulmonaires avec la radiofréquence, mais je crois, Pascal vous le dira peut-être, mais c'est un peu pareil aussi avec la cryo, c'est qu'il y a un taux de reconnexion veineuse tardive qui est très important. À peu près un patient sur deux a des veines qui reconnectent à distance, même s'ils ne font pas tous des récidives de fibrillation. Et c'est pour essayer de diminuer ce taux de reconnexion veineuse tardive, depuis quelque temps, on utilise une drogue qui s'appelle l'adénosine triphosphate ou l'adénosine, qui permet temporairement de révéler des conductions qu'on dit dormantes. On a l'impression qu'on a déconnecté les veines, on a créé un œdème, on a sidéré la conduction électrique, mais finalement quand on met ce produit pendant quelques secondes, on a une reconnexion transitoire et qui est probablement la cause des reconnexions tardives une fois que la lésion a cicatrisé. Et une étude toute récente qui a été présentée à HRS qui démontre que si on brûle encore ces conductions dormantes révélées par l'adénosine, eh bien on améliore à terme le taux de succès. Donc c'est une piste intéressante clinique et c'est vrai qu'on le fait de plus en plus. Alors en partant de là, l'industrie a imaginé qu'on pouvait peut-être se servir à la fois d'un outil pour déconnecter et aussi pour repérer les connexions électriques, sans avoir à monter plusieurs cathéters. C'est ce qu'on appelle les outils one shot. Il y en a plusieurs. Il y a le PIVA qui est une ablation bipolaire mais qui a été un peu retiré du marché parce qu'il donnait pas mal d'accidents ischémiques cérébraux silencieux. Il y a la cryothérapie, mais Pascal vous en dira beaucoup plus que moi à ce sujet tout à l'heure. Et puis il y a un nouvel outil qui est un lasso avec lequel on peut repérer les connexions et ensuite irriguer. Et en plus, il peut délivrer la radiofréquence lui-même. Ça s'appelle le NMARC. Et on peut, grâce à cet appareil, reproduire la carte anatomique de l'oreillette gauche avec les veines pulmonaires. Et puis, très rapidement, délivrer de la radiofréquence de manière très très proximale dans l'antrome, non pas dans la veine elle-même, mais vraiment à la jonction entre la veine et l'oreillette, et déconnecter les veines de manière assez efficace, une petite expérience personnelle, de manière assez rapide aussi. Il y a une étude actuellement qui est en cours, qui s'appelle l'étude Révolution, et on démontre qu'on peut déconnecter environ 85% des veines sans l'aide d'un autre cathéter, avec des temps de procédure et de fluoroscopie qui sont peut-être encore un peu longs parce que c'est une procédure qui nécessite une certaine habitude au début. Mais avec 8 mois de suivi sur les premières données, on a à peu près 70% de succès. Donc du taux de succès tout à fait comparable aux autres techniques. Et cette technique a été aussi étudiée par une autre équipe tout récemment qui montre que c'est même plus court que la cryo, c'est même plus court que la conventionnelle et ça marche probablement aussi bien. Le problème, c'est ça, c'était la FA paroxystique. Le problème, c'est que plus la fibrillation auriculaire dure, plus elle passe à la forme persistante ou longue persistante, moins l'extrasystole, notamment veineuse, va être importante et plus le substrat lui-même va être important. Et il ne va pas falloir faire que les veines pulmonaires, il va falloir aller maintenant brûler, détruire des zones qui sont des zones importantes pour la perpétuation de l'arythmie. Ça peut être les rotors, on va y revenir, ça peut être les multiples réentrées aléatoires, ce qu'on appelle les ondelettes. Et pour faire ça, il y a deux techniques. Il y avait deux techniques. Il y avait ce qu'on appelle l'ablation linéaire, qui est un peu la compartimentation de l'oreillette. On va créer des grandes lignes d'ablation étanches qui vont en fait arrêter les grandes vagues macro-réentrantes qui réensemencent en permanence l'arythmie. C'est essentiellement le toit de l'oreillette gauche et l'isthme mitral, mais ça peut être aussi l'isthme carotricuspidien, qu'on peut faire en scopie assez simplement entre les deux veines supérieures gauche pour le toit ou entre la veine inférieure gauche et l'anneau mitral, le sinus coronaire pour l'isthme mitral, mais on le fait le plus souvent avec des techniques non fluoroscopiques, peut-être un peu plus précises. Vous voyez très nettement la ligne du toit et l'isthme mitral. Et bien sûr, c'est des lignes qu'il faut contrôler de manière optimale pour éviter, si le bloc est incomplet, bien sûr, ça va faire le lit de tachycardie par macro-réentrée atriale gauche. Il faut les valider avec des techniques de stimulation relativement simples, à la fois au niveau du toit ou au niveau de l'isthme gauche. Donc ça, c'est assez ancien, et on a démontré de manière assez claire que si on rajoute des lignes d'ablation à la déconnexion des veines pulmonaires, eh bien, ça augmente le taux de succès dans la FA persistante. La deuxième manière de modifier le substrat, c'est de faire ce qu'on appelle en
entre guillemets de la défragmentation. Quand vous mettez une sonde dans une oreille gauche ou une oreille droite en fibrillation atriale, il y a des zones qui sont organisées, rapides, et puis il y a des zones qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus désorganisées. Hein. C'est ce qu'on appelle les zones fragmentées. On a suspecté très longtemps ces zones comme étant de potentiels perpétuateurs de l'arythmie. Ils ont été définis d'ailleurs par l'équipe de Nademani, je m'excuse pour la diapo, comme étant des potentiels très rapides ou fragmentés et surtout très peu amples, comme dans l'exemple ci-dessous. Et cette équipe avait démontré à une époque qu'ils étaient capables d'arrêter la majorité des FA paroxystiques ou persistantes en ne visant que ces potentiels et que le succès à 1 an était de plus de 90%, même sans déconnexion des veines pulmonaires. C'est des résultats qui n'ont pas été retrouvés avec d'autres équipes, donc c'est probablement plus compliqué que ça, mais il n'empêche que c'était intéressant de cibler ces potentiels fragmentés. Donc tout ça a été mis un peu dans une espèce d'association qu'on appelle la stepwise approach, c'est-à-dire l'approche par étapes dans la fibrillation auriculaire persistante, où d'abord on isole les veines pulmonaires, ensuite on défragmente, on organise tout ce qui est fragmenté, c'est-à-dire le mur antérieur, le mur postérieur, le septum, la base de l'auricule gauche, le sinus coronaire, voire l'oreillette droite. Et puis si ça ne suffit pas, si le patient est toujours en FA, on fait de l'ablation linéaire. Et avec ces techniques, les Bordelais démontraient qu'ils étaient capables d'arrêter environ 85% des FA persistantes. Et c'est un peu cette technique qui, jusqu'à ces dernières années, était revenue un peu la référence dans l'ablation de la FA persistante, même si c'était très long, coûteux en énergie et en temps. Et parfois, il fallait reprendre plusieurs fois les patients. Chose importante, ça des choses de pratique clinique quotidienne, l'importance du cycle auriculaire moyen qu'on peut voir à la fois dans l'auricule gauche mais aussi tout simplement en mesurant la fréquence moyenne des ondes de fibrillation en V1. En général en V1 c'est assez visible. Plus le cycle est court, plus l'arythmie va être difficile à ablater avec des taux de succès qui sont clairement inférieurs quand les cycles sont très courts, notamment à moins de 140 millisecondes. Et quand on fait cette ablation selon cette méthode par étape, eh bien on voit que ce cycle dans l'auricule gauche augmente petit à petit au cours de l'ablation. Pour, aux alentours de 200 millisecondes, souvent la FA s'arrête et fait place à une tachycardie atriale. Et en général, ce n'est pas forcément la fin de la procédure, mais on a déjà gagné une étape. C'est-à-dire que le patient, souvent, au moins à ce moment-là, il n'est plus capable de faire de fibrillation auriculaire. Ce qui est important aussi, qui a été démontré par les Bordelais, c'était que l'oreillette droite est très importante. Il y a des patients chez qui on a une augmentation brutale du cycle dans l'oreillette gauche, alors que l'oreillette droite reste rapide. Ça veut dire qu'il faut aller cette fois-ci dans l'oreillette droite pour chercher ces sources de perpétuation. Et puis la dernière chose, c'est que si on arrive à arrêter la fibrillation auriculaire au cours de la procédure, alors clairement, on a moins de récidives dans le suivi que si on n'y arrive pas. Donc, moyennant toutes ces techniques, on a environ 50% de succès dans ces FA persistantes avec une procédure. Ça peut monter à 70-80% en mettant plusieurs procédures et en mettant les antiarythmiques, mais ce n'est pas totalement satisfaisant par rapport à la FA paroxystique. Deuxièmement, la défragmentation, c'est souvent très long et ça a peu de spécificité parce qu'en fait, il y a beaucoup de zones qui sont totalement passives. Ce ne sont pas des zones actives, ce ne sont pas des zones importantes pour l'arythmie, c'est juste des zones qui sont activées parce qu'elles sont malades et elles ont une conduction fibrillatoire. Et l'ablation, dans ces cas-là, ne sert à rien dans ces zones, est inutile, probablement même peut-être délétère. Et donc, ces zones fragmentées ne sont responsables de l'arythmie, on considère que dans environ 15% des cas. Donc il va falloir cibler les vrais drivers, les vrais responsables de l'AFA, et non pas les zones passives. Et c'est dans ce contexte de recherche de drivers réellement coupables de l'AFA que sont apparues conjointement deux techniques qui sont basées en fait sur les mêmes concepts. Tout d'abord l'équipe de San Diego qui, en montant dans chaque oreillette des sondes multipolaires et en enregistrant tout ce qui se passait et en mettant tout ça dans un grand ordinateur, était capable de reconstruire un petit peu ce qui se passait dans la fibrillation atriale et en démontrant qu'il y avait à la fois des impressions focales pendant la FA, des foyers qui déchargeaient, ou ce qu'on appelle des rotors, c'est-à-dire des mouvements circulaires mobiles qui réensemencent en permanence la FA. Et ils ont démontré aussi, dans cette étude confirme, que si on ciblait ces cibles, ces rotors, ces drivers, plus l'ablation conventionnelle, donc la déconnexion des veines, eh bien, on faisait mieux que l'ablation conventionnelle. Donc cette étude a eu au moins le mérite de montrer qu'on pouvait faire mieux que les choses classiques en ciblant ces drivers. Alors les Bordelais, partant de la même idée, essayaient de repérer ces sources de FA, mais en utilisant une technique non invasive sur un ECG,
avec une veste spéciale. Il y a 252 électrodes et on va enregistrer en permanence tout ce qui se passe à la surface corporelle. Et puis on va passer le patient dans un scanner et on va reconstruire le cœur, les oreillettes en tridimensionnel. Et grâce à des lois mathématiques, on va pouvoir, en fonction des potentiels qu'on recueille sur la surface du corps, les remettre sur le cœur et avoir des cartes d'activation, des cartes de voltage de l'oreillette en fibrillation atriale. Et donc on va définir deux sortes en fait de drivers. Il y a des focus, des foyers, des activations centrifuges à partir d'un point, c'est très souvent les veines pulmonaires pendant la FA, chose qu'on ne voyait pas avant. Et puis des rotors, ce sont des vagues qui tournent autour d'un point et qui se déplacent. Alors voilà, les rotors, c'est ça par exemple, c'est cette imagerie. Malheureusement, je n'ai pas de film aujourd'hui. Ils font plusieurs rotations, ça dure environ en moyenne une demi-seconde, et puis ils s'éteignent, et puis ils reviennent au même endroit. Et vous voyez que là, ils se déplacent le long d'une ligne. Enfin, en général, ils sont dans la même région. Et puis les focus, c'est ça, c'est des vagues bleues qui d'un seul coup émergent, notamment le plus souvent vers les veines pulmonaires. Et puis ils construisent des cartes, ils répètent, ils font des pauses ventriculaires, parce que bien sûr on ne peut pas enregistrer le QRS, ils font une pause ventriculaire en injectant de l'adénosine, et puis ils répètent ces fenêtres de FA, et ils répètent les cartes et ils s'aperçoivent en fait c'est très reproductible, c'est un patient donné à 2, 3, 4 ou 5 drivers, mais ils sont toujours les mêmes, toujours au même endroit. Ça c'était les films, malheureusement ça ne tourne pas, je suis désolé. Et en fait, l'ablation en fait, est dirigée maintenant sur ces zones de haute arythmogénicité en fonction du nombre statistique de drivers par un patient donné. C'est de l'ablation linéaire ou de l'ablation ponctuelle, qui sont des ablations prolongées, ce n'est pas un seul tir, c'est plusieurs tirs de plusieurs minutes, avec comme endpoint le fait d'organiser de manière locale ou de ralentir la FA au niveau local. Et ces drivers, ces zones focales ou ces rotors sont situés très souvent aux entr'ombres des veines pulmonaires, ce qui explique a posteriori l'efficacité de l'encerclement large des veines pulmonaires, mais pas seulement, ça peut être aussi dans le mur postérieur, voire dans l'oreille droite. En général, plus le nombre de drivers est important, plus la FA est ancienne. Et selon l'équipe bordelaise, après 6 à 9 mois, le nombre de drivers est tellement important que l'ablation devient beaucoup moins efficace. Et d'ailleurs, le pourcentage d'arrêt de FA en ne visant que ces drivers est clairement dépendante aussi de la durée de la FA. Si elle fait moins de 6 mois, on va avoir 75% d'arrêt, alors que si c'est plus de 6 mois, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc ça c'est une nouvelle conception quand même des choses qu'on ne connaissait pas. C'est que la FA persistante, initialement, elle dépend de ses drivers, de ses rotors, de ses zones focales, mais progressivement avec le temps, elle devient plus substrat-dépendante, elle devient plus liée à ces réentrées incessantes, ces vaguelettes, et là elle va être beaucoup plus difficile à ablater. Alors le taux de succès avec cette nouvelle technique, pour l'équipe bordelaise, c'est il y a 15% de succès si on arrive à 15% d'échec, 15% de récidive de FA à long terme si on arrive à arrêter la FA en cours de tir, et un peu moins bien sûr si la FA persiste. Voilà, et un mot enfin de la neuroablation, ça se développe, ça, il faut reconnaître à Carlo Papone, même s'il a été beaucoup critiqué, le fait de démontrer que chez pas mal de patients, on a des zones où quand on brûle, on déclenche des réflexes endocardiaques, qui sont des grandes vasoplégies, sont blocs AV transitoires, des grandes vasoplégies et bradycardie. Et quand on brûle suffisamment pour ne plus déclencher ces réflexes, on s'aperçoit que les patients chez qui on a fait ça ont moins de récidives, parce qu'on a probablement détruit les plexus ganglionnaires qui sont juste en face, au niveau épicardique, et qui sont très impliqués dans le déclenchement notamment des FA parocystiques. Alors d'autres auteurs ont dit qu'on n'était pas obligé de créer ces réflexes par radiofréquence, on pouvait aussi, en stimulant de manière très rapide, trouver ces zones qui sont toujours au même endroit, qui sont en fait comme par hasard à nouveau au niveau de l'entr'ombres des veines pulmonaires, expliquant aussi probablement le succès des déconnexions larges des veines pulmonaires. Et actuellement, il y a pas mal d'études sur la neuroablation en visant ces zones-là. C'est pas merveilleux, mais disons que ça, globalement, ça augmente le taux de succès d'environ 10 à 15% des cas, notamment pour la FA paroxystique. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que l'ablation de la FA, on a quand même fait un progrès en quelques années, et la visualisation de ces sources tout récemment probablement nous fait peut-être apercevoir le bout du tunnel, parce que pour l'instant ce n'était pas le cas. Voilà, je vous remercie.